Nous disons bonjour à tout le monde, pour ceux-là qui nous suivent de près et de loin, et que Dieu vous bénisse. Appelez-moi Patrice. Nous serons avec vous en ce moment dans une leçon intitulée Les choix des aliments. Est-il un fruit de hasard? Les choix des aliments. Est-il un fruit de hasard? C'est une question que je voulais qu'on puisse partager aujourd'hui. Et avant qu'on aille avant, nous allons d'abord prier. Éternel Dieu, nous voici encore une fois devant toi, Seigneur. Nous te rendons grâce et richement, que ton nom soit grandement loué. Sois avec nous à ce moment. Toi seul dispense-nous cette leçon, parce que c'est toi qui as créé l'homme. C'est toi qui as prescrit ce que l'homme doit manger. Sois avec nous à ce moment, Seigneur, pour que nous puissions être seuls pour que tu puisses nous apprendre et que tu sois avec tous ceux qui nous suivent pour que nous puissions être bénis par toi, Seigneur. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Et ainsi nous avons prié au nom du Saint Sauveur. Amen. Les choix des aliments est-il un fruit de hasard? C'est ça la leçon que nous allons partager. S'il vous plaît, lorsque nous lisons dans les Saintes Écritures, en Genèse chapitre 1er, verset 26, il est dit que l'homme a été créé. C'est ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Malgré ça, beaucoup de gens pensent que l'homme est un fruit de l'évolution. Il est venu juste en évoluant d'étape par étape jusqu'à devenir l'homme. Mais nous allons devoir lire un livre intitulé Santé par les aliments, là où il est dit à la page 21. Certains pensent que l'humanité a trouvé complètement par hasard des plantes et des aliments végétaux possédant un pouvoir curatif. Certains pensent que l'homme a trouvé par hasard des aliments. Lorsqu'il s'est retrouvé sur la terre, il a trouvé des aliments par hasard. Et donc il n'y a pas eu des indications, il n'y a pas eu de recommandations. Et il a mangé ce qu'il a retrouvé sans pourtant avoir un choix ou une recommandation de la part de l'auteur. De manière spontanée, bien avant notre apparition, ces végétaux auraient évolué jusqu'à ce qu'ils aient pu synthétiser les substances qui allaient nourrir et soigner les êtres humains qui arriveraient par la suite. C'est-à-dire, c'est vrai que l'homme est apparu après la végétation. Ça, c'est vrai. Et naturellement, c'est vrai. Et maintenant, juste, c'est logique que ces végétaux avaient des substances, des éléments qui sont vivants, qui pouvaient nourrir l'homme. Mais nous pouvons aussi penser avec tout autant de rationalité qu'il existe un plan intelligent conçu par un être supérieur qui créa l'homme et la femme et leur donna le carburant idéal, les aliments végétaux. Donc selon l'auteur de ce livre, même si ces végétaux puissent avoir existé avant l'homme, mais pour qu'ils puissent trier de ces végétaux ce qui va les nourrir, il y a eu un ordre, il y a eu une indication, il y a une recommandation et qui est intelligible. Donc il y a un plan intelligent et qui a été conçu par celui qui a créé l'homme. Parce que nous croyons que l'homme a été créé. C'est tel que je l'ai dit au départ. Genèse 1, 26 nous dira, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, partant de ce passage, l'homme, il a été créé. Il a son auteur. Donc, et c'est Dieu, ce qui est dit. Et il a été créé après
la nature, après la végétation. Donc maintenant, lorsqu'il était créé, en Genèse, chapitre 2, verset 16, on nous dira que l'Éternel va lui recommander ce qui va suivre. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Est-ce qu'il va se limiter par là? Non plus. Il ne se limite pas par là, parce que il est dit en chapitre 1, verset 29, il est dit, et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Donc ce que Dieu seul, le Créateur, l'auteur des vies humaines, voilà qu'il va recommander à l'homme qu'il venait de créer de manger ce que lui seul lui prescrit. Donc l'homme n'a pas choisi seul ce qu'il va manger, mais il a été recommandé. Et parce que si il est dit quelque part, s'il n'était pas créé, s'il n'avait pas d'auteur, il pourrait manger n'importe quoi sans aucun choix, sans aucune loi. Mais le même livre que j'ai lu au départ, chapitre les éléments pour l'être humain, à la page 19, l'homme est considéré comme une machine ou un moteur qui est sorti des mains du Seigneur. Il a écrit ça en ces mots. L'ingénieur a achevé son travail. Le moteur resplendissant venant d'être construit est sur le banc d'essai, sur le point de fonctionner pour la première fois. Voici le type de carburant employé pour ce moteur, dit l'ingénieur à ses collaborateurs. Le seul qui donnera des résultats optimaux. Ah, et n'oubliez pas l'huile. Elle doit être précisément de ce type. Seule la personne qui a projeté et qui a construit un moteur peut recommander en toute connaissance des causes, le type de carburant et d'huile dont le mécanisme a besoin. Donc, selon cette pensée, seul celui qui fabrique le moteur, c'est lui qui connaît quel genre d'huile il faut introduire dans le moteur. Voilà, après avoir créé l'homme maintenant, lui seul pouvait recommander à l'homme ce qu'il doit manger parce qu'il connaissait les éléments qui composent son corps. Qu'en est-il de l'être humain? Si son apparition sur la Terre, sur la planète Terre, est la conséquence fortuite et imprévue du hasard évolutif, il ne devrait pas y avoir alors l'alimentation idéale. Je répète la lecture pour la meilleure compréhension. Si son apparition sur la Terre est la conséquence fortuite et imprévue du hasard évolutif, il parle de l'homme, de l'être humain, il ne devrait pas y avoir alors l'alimentation idéale. Il se serait simplement adapté progressivement aux aliments disponibles. Et quel qu'il soit, il aurait fini par bien fonctionner et par jouir d'une bonne santé. Cependant, si l'être humain a été créé par une intelligence supérieure, conformément à un plan et dans un objectif précis, il devrait y avoir aussi des aliments créés spécialement pour son bon fonctionnement physiologique. L'être humain possède une grande capacité d'adaptation physiologique à différents types d'alimentation. Malgré tout, la science de la nutrition nous montre que nous ne pouvons nous passer de certains aliments comme les fruits et les légumes frais. Toutes les alimentations ne sont pas à mesure de fournir une bonne santé. On va revenir juste à la pensée précédente, là où on nous dit, si l'homme est le fruit du hasard ou de l'évolution tel que les hommes de la science se trompent, à ce moment-là, l'homme mangerait ce qu'il pourrait retrouver sur la surface de la terre. Il serait comme quelqu'un qui tombe de l'avion, par exemple, et puis se retrouve dans une grande forêt, là où
étant affamé, il va ramasser ce qu'il va avoir sur sa route et puis il mange sans pour autant faire l'examen. Que ce soit venimeux, que ce soit nuisible à sa santé, là il prend manger, prendre n'importe comment, n'importe quoi, parce que il se trouve dans une forêt dense, là où il ne connaît rien de ce qui peut être alimentaire. Il en serait de la même manière pour l'homme, si il n'avait pas été créé. Mais comme il est créé maintenant, voilà que Genèse 1,29, Genèse 2,16 nous dira que celui qui l'a créé, il va dire, tu vas manger tout arbre portant une semence et dans laquelle il y a des graines, Voilà que Dieu seul connaissait pourquoi il a recommandé à Adam de prendre ce qu'il lui prescrit. Nous avons un ouvrage intitulé Conseil sur la nutrition des aliments, Conseil sur la nutrition des aliments, à la page 17, là où l'auteur de ce livre va nous dire ce qui est en rapport avec notre sujet et qui est important par rapport à la recommandation du Seigneur pour ce qui est de l'alimentation de l'être humain. Ce conseil sur la nutrition et les aliments. À la page 17, paragraphe 5. Le Créateur de l'homme a lui-même imaginé les rouages vivants de la machine humaine. On parle de rouages vivants pour dire des éléments qui sont vivants, qui composent l'homme. Donc le Créateur a imaginé ce genre de rouages. Avant qu'on avance, s'il vous plaît, comprenons un peu de ce genre de rouages, ce genre d'éléments vivants, ou de systèmes, en d'autres termes. Lorsque nous lisons dans les ouvrages de l'anatomie humaine, nous trouvons à peu près 9 systèmes ou 9 rouages ou 9 principaux rouages vivants. Avant que nous comprenions que Dieu avait raison d'inscrire, de recommander à l'homme ce qu'il va manger. D'abord qu'on comprenne comment le système de l'homme, les systèmes vivants ou les rouages vivants ont été constitués et composés son corps. Lorsqu'on parle de rouages vivants, ça désigne les organes ou systèmes essentiels qui, en travaillant ensemble, assurent la vie et le bon fonctionnement du corps. Donc on peut les comparer à des pièces d'une machine, mais ici ce sont des parties vivantes. Et voici les principaux rouages. Le système nerveux qui est composé du cerveau, de la le cerveau, la moelle épinière et les nerfs. Ces petits organes-là forment un centre de commande qui reçoit, traite et envoie des informations. Donc le système nerveux, c'est un centre de commande que Dieu a institué dans le corps humain qui va recevoir et traiter et envoyer les informations. Cela n'est pas venu au hasard. Le Créateur, notre auteur de vie, donc, il connaissait qu'on en aura besoin dans notre vie, que juste après qu'on soit créé, nous aurons besoin de recevoir les informations et de les traiter avant de les transmettre, avant de les envoyer. Voilà qu'il va créer maintenant le cerveau, la moelle épinière et les nerfs, pour que ces organes puissent nous aider dans ce genre d'informations. Il y a le deuxième rouage, principal rouage, sur le système circulatoire, donc, qui est composé du cœur, du sang et les vaisseaux sanguins. Le cœur, les sangs et les vaisseaux sanguins. Ce sont des systèmes différents, mais qui travaillent ensemble toujours. Donc, le système circulatoire, le système nerveux, ils se communiquent, mais ils sont différents. Et ce deuxième système-là, il est chargé de transporter l'oxygène, les nutriments et éliminer les déchets. Donc, juste ces trois organes-là, hein, le cœur, le sang
et le vaisseau sanguin, ces trois éléments qui composent le système circulatoire, est chargé de transporter l'oxygène. L'oxygène, lorsque vous inspirez l'air, il y a l'oxygène là que vous inspirez, et les nutriments, ce qui est nécessaire pour nourrir l'organisme, et puis éliminer les déchets, ce qui n'est pas nécessaire à l'organisme. Maintenant, vous allez vous demander comment ces deux rouages vont se communiquer, vont travailler ensemble sans que l'un cogne l'autre, sans que l'un bloque l'autre. Cette communication-là, ce n'est pas venu au hasard. Je m'appuie sur le passage que nous avons lu à la 17e page des conseils sur la nutrition et les aliments, page 17. Là où nous avons lu que le Créateur de l'homme a lui-même imaginé les rouages vivants, c'est-à-dire le système vivant ou les éléments vivants de la machine humaine. Et je continue en énumérant ces rouages-là, qui sont principaux. Le système respiratoire, composé des poumons, de la trachée et des bronches, les grandes veines là, qui transmettent l'air, qui transportent l'air dans les poumons. Donc, ces trois éléments-là composent le système respiratoire, qui assure les échanges gazeux, l'oxygène et le dioxyde de carbone. Donc, l'air qui est pur et ce qui est impur pour l'organisme. Maintenant, ce système-là, il va aussi traiter ça. Mais ensemble, en collaborant avec le système circulatoire, avec le système nerveux. Donc, ce sont ces trois grands rouages importants. Il y a le quatrième aussi. Le quatrième, c'est le système excréteur, qui est composé des reins, de la vessie et de la peau. Le rein, la vessie et la peau. Ces trois éléments, ils sont chargés d'éliminer les déchets et réguler l'eau et les sels minéraux dans l'organisme. Donc, parce que lorsque nous mangeons, partout où nous passons à respirer, nous ramassons beaucoup de microbes. Il y a beaucoup d'éléments nuisibles au corps humain. Maintenant, les reins, et la vessie et la peau, ils vont nous aider à éliminer les déchets et à réguler l'eau qui est indispensable, recommandée pour le fonctionnement de l'organisme, et les sels minéraux qui sont à une dimension, à une mesure qui est raisonnable. Donc c'est ce système-là qui va se charger de cette fonction-là. Mais sans pour autant nuire au système précédent que nous venons de lire. Il y a le cinquième système, le système endocrinien, composé de glandes, de la thyroïde, le surrénal et l'hypophyse. Et ça nous serve ou ça nous aide à sécréter des hormones qui régulent la croissance et le métabolisme ou l'équilibre du corps et la reproduction. Donc, ce système-là qui nous aide dans cette fonction. Et vous voyez que ce sont des ouvriers, des grands ouvriers qui composent le corps humain, qui travaillent dans l'ensemble pour que le corps humain puisse être en vie. Le système reproducteur est le septième système reproducteur. De lorsque Dieu a créé l'homme, il a aussi inséré un système de la reproduction qui va faire que l'espèce humaine puisse se développer et continuer toujours à se recréer. Il est composé des organes génitaux masculins et féminins, ce système reproducteur, et permet la perpétuation de l'espèce. Mais Dieu n'a pas ignoré ça, parce qu'il connaissait que l'homme et la femme devront vivre dans l'ensemble et faire des enfants pour que l'espèce humaine puisse continuer à exister. Il y a le huitième système, le système musculo-squelettique. Musculo-squelettique, c'est un système qui est composé des os, les muscles et les articulations, et qui assure le mouvement, la posture et la protection des organes. Les mouvements que nous faisons, la posture lorsqu'on se met debout, et les articulations. Donc, il y a un système que Dieu a instauré lorsqu'il a créé l'homme qui va nous aider dans ces trois mouvements. Donc, et ces mouvements
sont chargés d'être effectués par les os, les muscles et les articulations. C'est un système musculo-squelettique. Le 9e, c'est le système immunitaire. Dieu connaissant que nous serons attaqués par des éléments, il y a des ennemis qui vont détruire, qui peuvent nuire à l'organisme, voilà qu'il va créer dans le corps humain, dans notre organisme, un système immunitaire qui compose des globules blancs, la rate, les ganglions lymphatiques. Donc il y a les globules blancs, la rate et les ganglions lymphatiques. Ces éléments défendent le corps contre les infections. S'il vous plaît, tous ces rouages travaillent de façon coordonnée pour maintenir l'équilibre vital de l'homme, qui est appelé l'homéostasie. Donc l'équilibre vital de l'homme, c'est 9 grands rouages, ces 9 principaux rouages, ces 9 principaux systèmes aident l'homme à pouvoir se maintenir, à pouvoir vivre, à être équilibré dans tous ces domaines, dans tous les aspects. Maintenant, revenons à ce passage-là, qu'on va toujours lire, qui va nous aider beaucoup dans notre leçon. Le Créateur de l'homme a lui-même imaginé maintenant les 9 principaux rouages vivants que nous venons de lire de la machine humaine. Chaque fonction est admirablement et sagement établie. Chaque fonction de chaque rouage ou de chaque système. Il y a celui de la respiration, celui du sang qui est circulatoire, digestif, ça on n'a pas cité, je pense qu'on a sauté un peu lorsqu'on énumérait ça, digestif donc qui est composé de l'estomac, les intestins et d'autres éléments qui nous aident juste à traiter les aliments et éliminer les déchets, et nous avons oublié ça. Et Dieu a promis de maintenir cette machine en santé si l'être humain consent à obéir aux lois divines et à coopérer. Avant de continuer, s'il vous plaît, tout cela avec qui nous sommes ensemble, est-ce que ces 9 systèmes, vous me direz que sont venus au hasard, la manière dont ils sont conçus, la manière dont ils sont vraiment construits, ils sont venus au hasard. Si nous admirons la nature, le soleil, la lune, et tout ce que nous voyons de nature là qui nous plaît, qui fait joie, l'homme, la manière dont il est créé, ça dépasse, c'est admirable, s'il vous plaît. Et Dieu savait que maintenant, lorsque l'homme va obéir aux lois qu'il a recommandées pour que nous puissions garder en forme, garder en bon état ce corps-là, notre organisme, nous serons toujours dans un état qui est favorable. Mais, en bas, le paragraphe continue, on nous dira, chacune des lois qui régissent la machine humaine doit être considérée. Chacune des lois qui régissent la machine humaine doit être considérée dans son origine, dans son caractère et dans son importance, comme étant aussi divine que la parole de Dieu. Toute négligence, toute initiative imprudente et tout abus à l'égard de cette créature du Seigneur, du fait que les lois particulières gouvernant le corps humain sont aussi transgressées, deviennent des violations de la loi de Dieu. Donc c'est comme si quelqu'un te donne sa machine, son moteur, et te dit tu vas mettre du carburant. Et l'huile que tu vas mettre, c'est ce genre d'huile. Et toi, tu vas mettre le différent de ce qui t'a recommandé. C'est une transgression. Et qui va gâter la machine en question? Voilà, il en est ainsi aussi pour nous. Lorsque Dieu dit, tu dois manger ça. Tu ne dois pas manger ça. Tu dois vivre de cette manière. Voici les lois qui régissent ton corps, ta machine humaine et vivante. Maintenant, lorsque tu vas désobéir à une de ces lois, ça devient un péché, car ça va endommager la machine du propriétaire. Ça va endommager la machine de l'auteur. Donc, ça va juste à l'encontre des lois de l'auteur. Et voilà, il est dit en bas, nous pouvons admirer l'œuvre de Dieu dans le monde naturel. C'est-à-dire, lorsque nous regardons la végétation, lorsque nous voyons, nous observons tout ce qui plaît dans la nature, qui est admirable ou bon à voir, à regarder. Voilà. Mais le corps humain représente ce qu'il y a de plus parfait. La manière dont ils sont conçus. S'il vous plaît,
vous aussi imaginez ces rouages-là que nous avons un peu cités précédemment. Nerveux, circulatoire, ce système-là, respiratoire, digestif, excréteur, endocrinien, reproducteur, musculo-squelettique et immunitaire. Tous ces rouages-là, s'il vous plaît, constituent le corps humain ou la vie du corps humain, mais qui ne peuvent jamais se cogner. C'est comme un engrenage. Donc, pour ça, quand vous voyez la montre, lorsque les aiguilles tournent, il y a certaines roues qui sont à l'intérieur, qui tournent mais qui ne peuvent jamais se cogner, et qui font que la montre puisse, les aiguilles puissent tourner, celles des minutes, celles de l'heure, celles, c'est pas des secondes, toutes ces aiguilles peuvent tourner sans pour ça se cogner, alors qu'ils sont fixés sur des roues qui forment l'engrenage. Donc, il en est ainsi pour l'homme aussi. Donc, l'élément ou le système qui est chargé du sang, lorsqu'il transporte le sang dans le cœur ou lorsqu'il le transmet dans les organes, il se dépasse avec notre système qui est chargé d'éliminer les déchets. Il se dépasse avec un autre ouvrier, un autre système qui est en train de vérifier si ce que tu as mangé ne va pas nuire à ton corps. Il se dépasse avec un autre qui est gardé de combattre les éléments nuisibles pour le globule blanc, les militaires, relations des militaires, comme des militaires qui sont chargés de combattre les ennemis dans notre sang et ils sont dans leur dépôt. Là où ils vont, ils ont un bataillon là, ils ont aussi un bastion, là où ils se regroupent et ils vont au travail chaque matin, chaque soir. Ils se dépassent avec un système reproducteur qui est chargé aussi de la reproduction pour que nous puissions avoir des enfants, s'il vous plaît. Et il y a aussi le système qui est chargé de l'inspiration. Tous ces ouvriers-là, tous ces systèmes-là, s'il vous plaît, l'homme est créé d'une manière là, d'une façon vraiment qui est admirable et c'est parfait, franchement. Celui qui est raisonnable va comprendre que quand Dieu a dit ne mange pas ça, mange seulement ça, tu te rendras compte que Dieu avait raison. Il connaissait que chaque organe aura besoin d'un tel élément nutritif différent de l'autre. C'est pourquoi lorsqu'on mange, il faut faire un choix. Donc faire un choix des aliments pour l'être humain, c'est idéal. C'est raisonnable. Donc, manger n'importe quoi, n'importe comment, c'est faux. C'est faux. C'est pourquoi Paul, en 1 Corinthiens, chapitre 6, 1 Corinthiens 6 au verset, je pense que ce sera le verset 12, là où il nous dira ceci. 6, 12, il est écrit: tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Paul, sachant que son organisme, son cerveau, ses yeux, son sang, ses reins, son foie, donc ces organes-là ont besoin de tel ou tel aliment nutritif, a besoin de tel ou tel nutriment. Voilà qui va dire que non, je ne veux pas tout manger. Parce que si je mange tout, oui, je peux manger, je peux consommer, et ça va passer, mais tout ne me sera pas utile. Donc c'était en connaissance des causes. Et connaissant que chaque organe a besoin de ça. Il y a même ce que tu vas manger qui va nuire au fonctionnement, au bon fonctionnement de certains systèmes. Et notre organisme a besoin des nutriments nécessaires qui sont les suivants, même si on ne va pas tout narrer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Nous avons besoin de protéines, nous avons besoin de vitamines, nous avons besoin de lipides, nous avons besoin de sels minéraux et d'autres éléments que je ne veux pas citer. Mais par rapport à ces éléments, avoir besoin de protéines. Dans le livre intitulé L'essentiel de l'évangélisation par la santé, à la page 147, on nous parlera du fonctionnement des protéines.
147, là on nous dira par rapport à son fonctionnement. Les protéines assurent le bon entretien, le remplacement et le fonctionnement et la croissance des tissus. C'est-à-dire l'entretien. Parce que plus, chaque jour, à chaque heure, à chaque minute, nos organes vieillissent. Nos organes sont fatigués. Nos organes, certains éléments meurent. Il y a des cellules qui meurent. Et maintenant, les protéines que nous ingérons dans notre organisme, ils sont chargés de l'entretien, d'entretenir. Là où il y a eu, hein, ce n'est pas une déchirure, là où il y a eu un vieillissement, là où il y a eu un découragement, les protéines vont pouvoir ramener l'état initial, l'état originel. Donc, les protéines vont aider dans ce domaine. Et ce n'est pas seulement l'entretien, il va aussi remplacer ceux qui sont vieillis. Les protéines vont faire en sorte que les cellules qui sont usées puissent être remplacées. Les protéines vont nous aider au bon fonctionnement et à la croissance de nos tissus. Vous voyez que nous avons besoin maintenant de savoir quel genre d'aliments qu'on va manger et combien de quantités et quel apport journalier pour que nous puissions ingérer ou consommer des protéines qui sont vraiment idéales. Et dans le livre intitulé Guide des aliments, volume 1 à la page 386, on nous parle des sources et de certaines fonctions des protéines. 386, on nous dira ce qui suit. Guide des aliments, 386. Pour l'entretien, pour le remplacement, pour la croissance et le bon fonctionnement de nos tissus, il faut consommer chaque jour 50 grammes pour celui qui est adulte de protéines. 50 grammes de protéines, c'est ça l'apport journalier. Dans 100 grammes, nous devons consommer 50 grammes. Lorsque vous mangez 100 grammes, donc l'apport journalier, c'est 50 que le corps va prendre. 100 grammes des aliments, donc vous prenez 100 grammes des aliments, lorsque vous les consommez, vous devez consommer, faire des calculs de façon que vous atteigniez à 50 grammes d'apport, ce qui est recommandé par jour. Les végétaux et les produits d'origine animale contiennent des protéines. Les végétaux et les produits d'origine animale contiennent des protéines. Les protéines sont présentes dans les 8 acides aminés essentiels, 9 pour les enfants. La différence est dans la proportion des acides aminés. Dans ce livre, l'auteur va nous dire que les protéines nous servent dans la formation et maintien des tissus, dans la synthèse des anticorps, dont défense contre les infections, dans la formation de l'hémoglobine du sang, de la couleur rouge là, qui est dans le sang, les diverses enzymes, production d'énergie. Maintenant, on va trouver ça où? Lorsque vous prenez les soja, là vous allez avoir, dans 100 grammes de soja, vous allez seulement soutirer 36,5 grammes dans 100 grammes de soja. Mais souvenez-vous que vous avez besoin de 50 grammes par jour. C'est-à-dire 100 grammes de soja, là vous avez ingéré 36,5 grammes de protéines dans votre organisme. Celui qui prend le œuf, celui qui prend la viande maigre ou le veau, il aura 20 grammes, dans 100 grammes. Mais celui qui aura pris le soja, c'est que lui, il aura pris une quantité qui est supérieure à celle que celui qui a pris la viande a eu. S'il vous plaît,
celui qui prend le fromage, il n'y a que 12 grammes dans 100 grammes de fromage à l'état initial. Donc, c'est que celui qui prend le soja est à la hauteur. Il est parmi les premiers aliments qui peuvent nous fournir de la protéine et qui est convenable pour le corps. Et nous allons passer à un autre aliment que Dieu a mis dans la végétation lorsqu'il a dit à l'homme, mangez toutes semences ayant des graines à l'intérieur. Et il a ajouté même les légumes. Dieu connaissait pourquoi il a recommandé ça à Adam. Et passons maintenant, allons aux vitamines. Par rapport aux vitamines, dans notre livre ici, l'essentiel de l'évangélisation par la santé, essentiel de l'évangélisation par la santé, à la page 163, on nous dira de quoi s'agit-il par rapport aux vitamines. On nous dit les vitamines plutôt sont des nutriments essentiels organiques et puissants présentes dans les aliments que nous mangeons et ne produisent pas d'énergie et sont nécessaires en petite quantité. Les vitamines assistent les enzymes pour libérer l'énergie des glucides. C'est-à-dire, les enzymes sont des sortes de protéines. Maintenant, à l'intérieur de ces enzymes-là, il y a des glucides. Maintenant, les vitamines vont assister les enzymes, assister les protéines, diront, pour libérer l'énergie des glucides, pour que l'énergie qui est dans ces protéines-là puisse être libérée, puisse aller et répondre à ses fonctions. On nous dit encore que ça va nous aider aussi, ça va aider les enzymes pour libérer des graisses. Ils aident à réguler le métabolisme, les vitamines. Elles sont nécessaires pour la reproduction, les vitamines, pour la croissance, pour le maintien de la vie et de la santé. Elles peuvent être détruites avec de l'eau, sont solubles à l'eau, par le temps. Le temps aussi peut faire que les vitamines puissent juste vieillir, finir, s'exterminer. La chaleur peut aussi détruire les vitamines. L'air peut détruire les vitamines en la coupant en morceaux. Et par les substances alcalines ou bicarbonate de soude. Ça peut aussi couper ou faire que les vitamines puissent arrêter les fonctions ou cesser. Par rapport aux origines maintenant, nous allons passer à notre livre que nous avons toujours ici, Guide des aliments, volume 1. Volume 1, à la page 389. Et par rapport aux vitamines, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais on va parler de certaines vitamines parce que le reste, on en verra toujours à la prochaine, lorsque Dieu le permettra. À la vitamine A, il intervient dans de nombreux processus, c'est-à-dire la vision pour les yeux, la croissance, le développement osseux et dentaire, maintien du bon état de la peau et de muqueuses, protection contre le cancer. Donc, c'est ça les fonctions de la vitamine A. Maintenant, pour en avoir, il faut savoir là où nous allons soutirer ça. Celui qui prend la carotte, il y en a beaucoup de sources de cette vitamine, mais celui qui prend la carotte, il va soutirer 2,813 microgrammes. Dans l'apport journalier est recommandé, l'apport journalier, pour celui qui a 19 à 24 ans, il a besoin d'un gramme par jour. Et les aliments végétaux apportent plus de vitamines A que les animaux, et de plus sans risque d'accumulation et d'effets toxiques.
C'est-à-dire, lorsque vous prenez le poulet, vous aurez ne fût que 16. Pendant que la carotte, il y a 2813. Excusez, je me répète, dans la carotte, il y a 2813. Mais celui qui prend le poulet, il a 16 microgrammes seulement. Vous voyez que celui qui prend la carotte, il est bien nourri que celui qui prend le poulet. Celui qui prend les épinards, il a 672 microgrammes dans 100 grammes de la partie comestible crue. Pendant que celui qui prend le lait de vache, il n'a que 31 microgrammes. Donc c'est à vous de faire le choix maintenant. Si tu veux avoir la vitamine A et la quantité suffisante, celui qui prend la carotte, celui qui prend les épinards ou l'abricot sec, celui-là, il choisit mieux que celui qui prend le poulet, que celui qui prend le lait écrémé. Donc, celui qui prend, vous voyez que le végétal produit beaucoup de vitamines A qui peuvent aider à la vision, qui peuvent aider à la croissance, qui peuvent aider au développement osseux et dentaire et au maintien du bon état de la peau et des muqueuses et pour la protection contre le cancer. Vitamine B1. La vitamine B1, elle aide, donc elle produit beaucoup d'énergie. C'est qu'il est encore appelé le thiamine. Le thiamine, il est indispensable pour que les glucides ou les sucres qui proviennent des fruits, là, soient métabolisés dans l'organisme et transformés en énergie. D'où l'importance de consommer des glucides non raffinés, des céréales complètes, sucre roux et mélasse qui contiennent la vitamine B1 nécessaire à leur utilisation. La vitamine B1 nous aide pour la stabilité du système nerveux. Le système nerveux qui nous sert dans la communication, le transport des informations. Depuis le cerveau, tel que nous avons vu, depuis le cerveau, la moelle épinière et le nerf. La vitamine B1 est nécessiteuse pour qu'elle puisse nous aider dans cette transmission des informations. Et la vitamine B, grâce à ses effets favorables au maintien du système nerveux dans un état optimal, favorise l'équilibre mental et psychologique. La vitamine B1. Maintenant, pour en avoir, voici certaines sources. Celui qui prend, disons, prenons deux personnes. L'un, tout le monde a besoin de la vitamine B1. Tout le monde en a besoin, s'il vous plaît. Et maintenant, l'un prend le tournesol, graines, l'autre prend les œufs frais. Les deux aliments-là contiennent la vitamine B1. Mais voyez celui qui aura bien choisi. Parce que notre leçon est intitulée « Les choix des aliments pour l'être humain est un fruit de hasard ». Mais je pense que vous avez déjà eu de réponse. Ce n'est pas un fruit de hasard. Parce que Dieu a créé l'homme, a créé aussi les aliments. Et il connaissait le rapport qui est entre les aliments, les nutriments et le corps humain. Il connaissait quel organe que l'aliment tel va traiter. Voilà pourquoi lorsque vous mangez, il faut savoir avoir ces informations pour que tu puisses savoir comment tu vas te nourrir. Maintenant, disons, on disait, l'un prend le frais, l'autre prend le tournesol graines. Celui qui prend le tournesol graines, les graines de tournesol, il va avoir 2,29 mg de la vitamine B1. Celui qui a pris les œufs, il aura 0,062 mg. Imaginez-vous. Maintenant, l'apport journalier, maintenant, pour les deux personnes qui aura gagné, qui aura eu un bon apport, celui qui a pris les graines de tournesol, il aura bien choisi l'aliment. Celui qui prend le bleu germé, ou le germe de blé, il aura 1,88 mg dans 100 g. 1,88 mg dans 100 g. Maintenant, voyons l'autre qui peut avoir pris le fromage. Lui, la vitamine B1, il va avoir 0,017 mg.
dans 100 grammes du fromage. Mais celui qui prend le blé germé ou les germes du blé, il aura 1,88 parmi les deux. Comparé maintenant parmi les deux, celui qui prend les blés germés, il a 1,88. Tout le monde a 100 grammes. 100 grammes de blé germé, 100 grammes de fromage. Celui-ci, en consommant le germe de blé, il aura 1,88 grammes dans ces 100 grammes-là de la vitamine B1. Celui qui a choisi le fromage, il aura 0,017 mg. Tu vois que maintenant, si on te dit, tu as besoin de cette vitamine-là pour pouvoir booster ton système nerveux, pour pouvoir, tel qu'il fonctionne, on en a cité ici, pour pouvoir produire l'énergie, pour que tu puisses avoir un équilibre mental et psychologique. Tu as besoin de la vitamine B1. Maintenant, on nous amène deux plats. Un plat à 100 grammes de germes de blé. Et notre plat à 100 grammes de fromage. L'homme d'aujourd'hui, qui est guidé par le goût, mais avec une ignorance, il va prendre ce qui est goûtable. Il va prendre le fromage, mais dans son cerveau, il n'introduit rien. Parce qu'on dit que c'est 0,07 mg dans 100 grammes de fromage. C'est pourquoi, si tu veux nourrir, si tu veux entretenir, si tu veux avoir l'énergie mentale, si tu veux traiter ton psychique, si tu veux ou te traiter psychologiquement, si tu veux que le système nerveux soit fort et en bon état, prenez 100 grammes de blé germé. Là, tu vas avoir 1,88 mg dans 100 grammes. Et pour l'apport journalier, celui qui a 25 à 50 ans, il a besoin d'1,5 mg par jour. Tu vois que maintenant, si dans 100 grammes de blé germé, il y a 1,88, c'est déjà dépassé même l'apport journalier de la vitamine B1. Donc, d'où ne prendre que 100 grammes. Donc, 1 kg, vous divisez par 10. 1 kg de blé germé. Vous divisez par 10. Une partie, c'est 100 grammes. Une partie de ces 10 parties-là. Ces 100 grammes-là, lorsque vous les consommez, vous avez déjà pris ce qui est recommandé comme vitamine B1 par jour. On passe à la vitamine B2. La vitamine B2, elle nous aide à produire de l'énergie. Elle nous aide à former les pigments de la rétine, intervenant dans la vision de la rétine, de l'œil. Elle nous aide à faire la synthèse des hormones corticoïdes dans les glandes cortico-surrénales. Ces hormones préparent l'organisme, entre autres fonctions, pour faire face au stress. Donc vous aurez besoin de la vitamine B2 si vous avez du stress, si vous êtes souvent stressé. Cherchez à consommer la vitamine B2. Et si vous avez 15 à 18 ans, vous aurez besoin de 1,8 mg par jour. Si vous avez 19 à 24 ans, vous aurez besoin de 1,7 mg par jour. Celui qui a 25 à 50 ans, il a besoin de 1,7 mg par jour. L'enfant de 11 à 14 ans, il a besoin de 1,5 mg par jour. À ce moment-là, maintenant, si nous avons besoin maintenant de 1,5 à 1,7, voilà là où vous allez avoir ça. Celui qui prend le soja. Le soja est à la première ligne. Tu auras 100 grammes de soja, tu auras 0,870 mg de la vitamine B2. Et maintenant, c'est-à-dire 200 grammes maintenant de soja, 200 grammes, donc 2 parties de 10. Quand vous prenez 1 kg de soja, vous subdivisez en 10 parties. Les 2 parties là
vous aurez 200 grammes. Ce 200 grammes-là, vous allez avoir 1,740 mg dans ces deux parties-là. Et à ce moment-là, vous aurez déjà eu l'apport journalier qui est nécessité, qui est 1,7 par jour. Donc je me répète, celui qui prend le soja, 200 grammes, il a déjà l'apport suffisant pour la vitamine B2 par jour. Et maintenant, ceux qui aiment beaucoup plus le lait de vache, vous aurez 0,162 mg. Pendant que celui qui a pris le soja, lui, il a 0,870. Toi, tu as 0,162 pour celui qui préfère beaucoup le lait de vache entier. Donc, tu vois que celui qui prend le soja, il est loin. Pour atteindre son niveau ou pour arriver à sa quantité, il te faudra prendre le lait de vache, combien de grammes? Il te faudra prendre à peu près 6 fois le lait que tu as pris pour que tu puisses, 100 grammes fois 6 fois, donc c'est 600 grammes pour atteindre celui qui a pris ne fût que 100 grammes de soja. Passons à la vitamine B3, qui est appelée la niacine. La niacine, en fait, l'importance de cette leçon, c'est pour que nous puissions comprendre que le choix des aliments, lorsque nous mangeons, c'est idéal. Lorsque vous ramassez ce que vous trouvez sur la route ou sur la table, vous mangez seulement pour manger, là, ce n'est pas raisonnable. S'il vous plaît, il faut faire des choix tout en vous basant sur l'importance ou l'utilité de chaque nutriment et savoir que tu as besoin de combien de grammes par jour pour ne pas aussi te suralimenter. Et nous tendons vers la fin de la leçon. Je peux me limiter par-ci pour les vitamines parce que c'est beaucoup, mais c'est important. On va tout y revenir. Plus nous serons ensemble dans la leçon. Quand vous lirez dans ce livre intitulé Guide des aliments, à la page 398 jusqu'à la page 403, là on nous parle d'autres éléments qui sont importants, appelés les sels minéraux. Les sels minéraux qui nous aident dans beaucoup de fonctionnements pour le corps. Par exemple, le calcium. Quand on parle de sels minéraux, il y a le calcium, il y a le phosphore, il y a le magnésium, il y a le fer, il y a le potassium, il y a le zinc et tant d'autres. Pour le calcium maintenant, vous en avez besoin pour votre formation des os, des dents, ou pour la contraction musculaire, pour que les muscles soient et une contraction. Il faut que le muscle soit de cette manière. Vous aurez besoin de calcium. Pour la transmission de l'influx nerveux. De l'influx nerveux, c'est-à-dire pour que les nerfs puissent envoyer leurs informations aux autres nerfs, l'information aux autres nerfs, la transmission des nouvelles, des informations. Lorsque vous êtes piqué, par exemple, lorsque vous avez un problème, c'est pas sur l'orteil ou au pied, un peu partout là, il faut que le nerf de là puisse informer le cerveau. Ce passage est maintenant depuis la piqûre jusqu'au cerveau, jusqu'à la réaction, maintenant là où tu vas voir, là où tu as été blessé, ça demande que le calcium soit à une mesure qui est suffisante pour que l'influx nerveux puisse se passer convenablement. Et tu as besoin de calcium pour la coagulation du sang. Et pour en avoir, vous nécessitez 1,2 mg si vous avez 19 à 24 ans d'âge. Vous aurez besoin de 1,2 mg par jour. Et pour en avoir, celui qui prend 100 grammes de maïs, il a 175 mg. Donc, il aura beaucoup de calcium.
dans son sang. Et celui qui prend le sésame, il a 975 mg dans 100 grammes de calcium. Or, tu as besoin de 1200 mg par jour. Je me corrige un peu. Tu as besoin de 1200 mg si tu as 19 à 24 ans. Maintenant, imaginez-vous, 1200 mg, c'est déjà 1,2 g par jour que tu as besoin de consommer pour avoir le calcium suffisant. Mais il faut maintenant chercher où tu vas voir 1 gramme. Celui qui prend le jambon, la viande, il a 7 grammes, 7 mg plutôt. Pour avoir 1 gramme, il doit aller au-delà de 6 portions. Mais pendant que celui qui prend l'haricot blanc, il a 240 mg dans 100 grammes. Dans 1 kg, dans un demi-kilo, il a déjà le calcium recommandé. 1 kg de maïs. Celui qui a 1 kg d'haricots blancs, il aura la quantité suffisante pour le calcium, bon pour la formation de ses os. Mais celui qui prend le yaourt et celui qui prend le lait crémé, il a 123 mg. Pendant que celui qui a pris le sésame, il a 975 mg. Celui qui a pris la farine ou caroube, il a 348 mg. Mais le lait crémé, il est toujours inférieur. Si vous avez suivi, vous voyez que les nutriments d'origine animale sont à une quantité inférieure par rapport à celui qui prend les nutriments d'origine végétale. C'est pourquoi, quand Dieu disait, tu vas prendre ça, tu prends ça, Dieu connaissait cet apport, il connaissait cette quantité de composition, il connaissait ça. Mais quand vous mangez, vous ne devez pas être guidé par le goût. Et soyez guidés plutôt par l'utilité nutritive. Parce que c'est que Dieu aussi a tenu compte en prescrivant à Adam ce qu'il va manger. Que Dieu vous fasse un beau choix lorsque vous mangez. Et soyez comme Paul qui a dit en 1 Corinthiens 6,12 que tout m'est permis parce que personne ne doit se faire le maître de l'autre en matière de manger. Mais même si tu es permis, tout n'est pas utile. C'est 1 Corinthiens 6, verset 12 ou 1 Corinthiens 10, verset 23. Que Dieu vous fasse un bon choix dans les aliments qui nous aide à ne pas transgresser aucune de ces lois pour que nous puissions entretenir notre corps dans de bonnes conditions et avoir un bon équilibre mental. Ainsi, soit notre prière, au nom de notre Sauveur. Amen.